Mais comment devient-on Chateaubriand? Qu'est-ce que c'est que ce jeune homme né d'une famille à peine relevée, vaguement déclassée depuis ses glorieuses origines de l'époque des croisades? Qu'est-ce que c'est que ce jeune homme, ce cadet, moins aimé que son grand frère Jean-Baptiste, que l'on a cru voir mourir à plusieurs reprises, atteint de maladies, touché par des passions dévorantes, d'une volonté parfois quelque peu défaillante, d'une piété somme toute plus ou moins aléatoire. Qu'est-ce que c'est que ce jeune homme qui est devenu, qui est devenu l'un des plus grands génies de la France? Beaucoup de questions s'entrechoquent à ce sujet. Parce que si c'est un homme qui a énormément parlé de lui dans le flot continuel, non seulement des mémoires d'outre-tombe et des mémoires de ma vie, mais dans toutes ses œuvres, dans René, dans Atala, dans les martyrs, dans Moïse, dans le génie du christianisme, dans la vie de Rancé, dans toutes ses œuvres, même polémistes, il est toujours en embuscade, caché derrière. Et cet homme qui a tant parlé de lui a su malgré tout rester infiniment mystérieux. La question, comment devient-on Chateaubriand? Lui-même, évidemment, ne le savait pas. Lui-même ne pouvait pas être le maître bien, lui-même ne pouvait pas être le maître de ce destin. Lui-même devait se laisser guider à la fois par des intuitions très profondes qui le dépassaient, mais aussi par un destin qui le guidait. De la même manière qu'il avait cette espèce de délire de sa jeunesse, de cette sylphide que l'on voit dans la mémoire, et cette Véléda des martyrs, cette espèce de femme, de muse, qui pendant plusieurs années, particulièrement de ses 16 à 18 ans, l'ont poussé dans ces années de délire, peu productif, sinon de ces idylles sans mouton, mais finalement, au bout du compte, très formateur. Cet homme qui a appris à rêver, cet homme qui a appris à observer, avec ce regard de côté. Il n'est pas comme Voltaire avec un regard en arrière. L'homme qui sait les choses, l'homme qui comprend les choses, mais l'homme qui ment, l'homme qui triche, l'homme qui délibérément déforme la réalité. Ce n'est pas du même ordre chez Chateaubriand. Chateaubriand projette un regard de côté, comme l'observateur qui voit la menthe religieuse dévorer son mâle et qui pourtant parvient à ne pas s'offusquer de ce qui se passe. C'est son côté bien sûr aristocratique de la reconnaissance d'une forme de loi naturelle, de l'admiration des choses telles qu'elles sont. Ce qui n'empêche pas d'être le polisson bien sûr, qui, non pas par révolte, mais simplement par jeu, pourrait d'une pichenette chasser la menthe religieuse en question. Derrière cette métaphore, l'on reconnaît le jeune Chateaubriand lors des États de Bretagne, qui participent à cette manière de fronde des parlementaires, des frondes des frondes des aristocrates lors des États de Bretagne contre les ordonnances royales, euh, sans pour autant se révolter contre le roi lui-même, bien évidemment. Mais derrière cela, c'est aussi, et là il y a une autre idée à trouver qui m'échappe, donc je disais le polisson, à voir un peu plus tard. On reprendra cela. Merci.